Médias vivants. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous le temps d'une soirée, pour amener l'info là où elle ne va pas. Un dernier trip, les psychédéliques et la fin de vie, une enquête de Mélissande Brie. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intime, la mort, ou plutôt l'idée de la mort. Lorsqu'on est diagnostiqué avec une maladie incurable, on se retrouve vite plongé dans un tourbillon d'angoisse existentielle qui peut être très difficile à gérer. Même s'il existe des approches thérapeutiques diverses et variées, il n'existe aucun traitement efficace pour soulager durablement cette souffrance bien particulière. Et si la solution, c'était de prescrire des drogues psychédéliques? Oui, vous avez bien entendu. Depuis quelques années, le monde scientifique vit une véritable renaissance psychédélique. Le LSD et la psilocybine, le composé actif des champignons hallucinogènes, auraient des propriétés thérapeutiques étonnantes. Utilisées dans des domaines comme la dépression, l'addiction ou les angoisses existentielles de fin de vie, elles pourraient faire leur grand retour dans le milieu médical si la législation le permet. Aujourd'hui encore, les psychédéliques sont classés par l'ONU comme des drogues dangereuses, présentant un fort risque pour la santé publique et sans intérêt thérapeutique. Pourtant, les sciences nous disent l'inverse. La dangerosité du LSD et de la psilocybine est relativement très faible, comparée à des drogues légales comme l'alcool ou le tabac. Cette étude britannique, publiée dans le prestigieux journal The Lancet en 2010, l'a d'ailleurs brillamment démontré. On voit donc ici qu'ils ont pris en compte plusieurs paramètres de dangerosité d'une drogue, notamment le mal pour l'usager et le mal causé à autrui, et vous remarquerez que l'alcool se trouve tout en haut de cette liste, tandis que le LSD et les champignons sont, eux, tout en bas. Depuis quelques années, de nombreux acteurs médiatiques et culturels déboulonnent les mythes tenaces qui collent à la peau du LSD et des champignons hallucinogènes. Enquêtes, séries Netflix, expositions, conférences, livres, l'opinion publique sur les psychédéliques est en train de changer. En conséquence, la demande pour ce type de thérapie augmente progressivement et des médecins sont prêts à se former en Amérique du Nord et dans certains pays européens comme en Suisse ou en Allemagne. Ce mois-ci, la loi sur la fin de vie est débattue à l'Assemblée nationale. Même si cette loi est nécessaire et très attendue, des professionnels de santé s'inquiètent d'un accès à la mort simplifié sans réelle réflexion sur des alternatives thérapeutiques moins radicales. En France, seul un tiers des malades qui en ont besoin ont accès aux soins palliatifs, des soins qui ont pour but de prévenir et d'atténuer les souffrances liées à des maladies incurables. Dans un contexte où le système de santé publique est déjà débordé, on craint un recours à la fin de vie comme une voie du désespoir plutôt que comme un réel choix. En mars, le président Emmanuel Macron disait que ce projet de loi permettait de regarder la mort en face. D'après les témoignages et les avis d'experts et d'expertes que vous allez écouter ce soir, les thérapies assistées aux psychédéliques semblent remplir cet objectif. Elles aident à accepter le fait que la souffrance fait partie de la vie et que la perspective de sa propre mort, même si elle fait peur, n'a pas à être vécue dans un interminable flot d'angoisse. Maxime avait 19 ans quand on lui a annoncé qu'il avait un cancer de la thyroïde à un stade très avancé. Pendant 20 ans, il alternera entre de longues périodes de rémission et des rechutes plus courtes mais très sévères. Dans le témoignage qui va suivre, il nous partage son état d'esprit à différents stades de sa maladie. Cet extrait sonore est extrait d'un webinaire en ligne organisé par la Société psychédélique française en octobre 2020. La pensée qui émerge en moi suite à ce diagnostic, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc cette certitude de mourir bientôt, qui est aussi solide qu'imprécise, et c'est vraiment ça le socle de mon anxiété. C'est de là que je me projette dans un avenir qui rétrécit, un futur qui s'effrite à mesure que la maladie progresse. C'est une pensée qui devient obsédante. Et alors que j'étais plutôt en forme, l'anticipation par la pensée de la dégradation de mon état de santé, c'est quelque chose qui a siphonné des quantités invraisemblables de temps et d'énergie, de capacité de concentration et d'aptitude à m'ancrer dans le présent. Par la suite, comme mon état s'est aggravé, j'ai dû mettre toutes mes forces dans les soins. Et donc, ce qui s'est opéré à ce moment-là, c'est un phénoménal repli sur moi-même. Donc, finalement, ce qu'il me restait, c'était une forme d'errance dans l'inquiétude, la détresse et la souffrance. C'est de tourner en rond dans ce microcosme psychique dont je n'ai plus les moyens de m'extraire. Et quand je baignais là-dedans, les signaux de mon corps, comme une difficulté respiratoire importante à un moment,
ou un rythme cardiaque ponctuellement anormal, ça pouvait déclencher des angoisses de mort aiguës et vertigineuses. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. En plus des souffrances physiques liées à sa maladie et à des traitements lourds, Maxime nous décrit ici une souffrance bien particulière, l'angoisse existentielle de fin de vie. Face à des diagnostics qui sonnent comme des condamnations, des questions d'un ordre spirituel surgissent. Qui je suis vraiment? Pourquoi je suis malade? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? C'est quoi la mort? En 2021, à Montréal, Florence Moureau fait une rechute de son cancer du sein. À juste 61 ans, les médecins lui annoncent que cette fois-ci, le cancer est arrivé au stade 4. Il est donc incurable. Pendant son interview, elle me décrit un sentiment d'abattement profond qu'elle juge très différent d'une dépression. Elle me parle plutôt d'une quête de sens liée au spirituel. Cette dimension spirituelle fait partie intégrante de la définition des soins palliatifs selon l'OMS. Je cite, « Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et de leurs familles confrontés aux problèmes associés à des maladies potentiellement mortelles, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. » Cette définition s'inspire directement du concept de douleur totale formulé par la médecin britannique Cicely Saunders à la fin des années 60. En bref, la douleur est une expérience globale. Si on veut la traiter correctement, il faut passer par une approche pluridisciplinaire. Petit point technique pour être bien clair sur les termes. Les soins palliatifs sont mobilisés dans l'accompagnement de maladies qui ne peuvent pas ou plus être guéries totalement. Ça ne veut pas dire que les patients sont à l'article de la mort. Beaucoup de patients et patientes, comme Maxime, vivent très longtemps avec des maladies évolutives. En oncologie, les soins palliatifs font partie d'un dispositif plus global, qu'on appelle les soins de support. C'est un accompagnement varié et complexe qui a pour but de réduire la douleur totale des malades. Ces soins sont d'ailleurs pris en compte dans le projet de loi sur la fin de vie, débattu à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'approches se concentrent sur les dimensions physiques et psychologiques. Psychothérapie, kiné, traitement médicamenteux, méditation. Il existe autant de parcours de soins qu'il existe d'individus. Sur le plan spirituel, les malades peuvent faire appel à une institution religieuse s'ils le souhaitent. Comme Maxime et Florence, qui n'appartiennent à aucune religion, beaucoup de malades se trouvent complètement démunis face à leur maladie qui les fait vivre à l'ombre de la mort. Comment la médecine, rationnelle et protocolaire, peut-elle apporter une aide sur le plan de la spiritualité, qui est, par essence, intime et singulière? Pour trouver des réponses, il faut faire un saut dans le temps. Avant les années 60, la fin de vie se résume à des injections de cocktails d'antidouleurs et de sédatifs jusqu'à la mort des patients plongés dans un profond coma. Aux États-Unis, une partie du corps médical cherche des méthodes de soins plus adaptées à une fin de vie digne. C'est le début de ce qui sera appelé plus tard les soins palliatifs. À cette époque, 2 substances sont au cœur de nombreuses recherches, le LSD et la psilocybine qui est, je vous le rappelle, le composé actif des champignons hallucinogènes. Zoé Dubus est historienne de la médecine. Elle travaille sur l'histoire des substances interdites à la consommation, mais qui présentent un intérêt thérapeutique, comme la morphine, le cannabis ou encore les psychédéliques. Donc le LSD, c'est l'une des substances médicales les plus étudiées au monde dans les années 50-60. Il y a des recherches qui sont faites dans toutes les indications possibles parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que ces substances qui sont les psychédéliques et qui sont à peine découvertes ou redécouvertes par les scientifiques occidentaux. Donc on les essaye dans plein de types d'indications et notamment dans le traitement de la douleur. Donc il y a une première étude qui va être faite en 1963 et qui montre des résultats qui sont tellement positifs, tellement inattendus. On parle de 32 heures sans douleur avec une administration une fois de LSD. Donc c'est 10 fois plus que les substances morphiniques qui étaient étudiées en contrôle pour voir la différence. Et donc lui, Eric Cast, qui fait cette première étude, il utilise le LSD comme un médicament traditionnel. Or, au même moment, il y a plein de chercheurs à travers le monde qui réfléchissent à améliorer la prise en charge des patients sous l'influence de LSD, parce que c'est des expériences qui sont d'abord très longues, qui peuvent être difficiles, dans lesquelles on va vivre, par exemple, des reviviscences de souvenirs. Donc, il peut y avoir des traumas qui reviennent à la mémoire. Donc, il va se pencher sur toutes ces études qui développent les techniques de ce qu'on appelle le set and setting. Donc, c'est informer les patients sur les effets qui sont attendus par le produit, les accompagner en permanence pendant l'expérience, faire en sorte que la pièce dans laquelle la séance va se passer soit confortable, décorée, chaleureuse pour que les patients se sentent bien. Et une fois qu'il met ça en place, il observe une amélioration encore plus impressionnante des résultats thérapeutiques, à la fois donc le soulagement de la douleur, mais il observe aussi que ces patients maintenant, ils mangent mieux, ils se nourrissent mieux,
Ils arrivent à mieux communiquer avec leur entourage, mais aussi avec le personnel soignant, à pouvoir dire, par exemple, simplement, «J'ai peur de mourir» et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile pour les patients parce que ça signifie que c'est réel, qu'on va vraiment mourir quand on le formule, de manière orale. Donc voilà, le LSD, une seule séance, en fait, au LSD permet une meilleure fin de vie ensuite pour les patients. Dans cet extrait, Zoé Dubus nous parle de 2 choses essentielles, le set et le setting. Le set, c'est l'état d'esprit, les attentes, les antécédents psychologiques et le bagage génétique du patient. Le setting, c'est l'environnement, le contexte, les personnes avec qui la substance est consommée. La préparation de la prise des psychédéliques et son accompagnement sont donc aussi importants que l'expérience elle-même. C'est un changement de paradigme total pour l'époque, un tout autre rapport aux soins. Cette attention accordée au set and setting était très diffusée aux États-Unis, mais n'était pas du tout répandue en France. Ici, le LSD était utilisé dans ce qui s'appelait des thérapies de choc, sans aucune préparation ni suivi. Cette méthodologie des médecins français pouvait parfois mener à des expériences très difficiles, voire traumatisantes. Les résultats étaient donc peu probants, les études vite abandonnées dans l'Hexagone. Mais retournons aux États-Unis des 60s, où les recherches sur les psychédéliques s'accumulent. En parallèle, le mouvement de contre-culture hippie s'empare de ces substances qui ouvrent l'esprit. Les puissances conservatrices de l'époque s'inquiètent de cette jeunesse décadente, pacifiste, qui prône l'amour libre et des droits pour tous et toutes. Quelques scandales très médiatisés, notamment liés à l'usage récréatif de LSD, vont déclencher une panique morale sans précédent qui va très vite s'exporter en Europe. Dans les journaux français des années 60, on parle de poison de l'esprit, la drogue qui rend fou, une bombe atomique dans la tête. Partout, on lance une alerte à la drogue qui se base sur une idéologie réactionnaire plutôt que sur de réels arguments scientifiques. Cette violente campagne de stigmatisation est très efficace et fait naître une peur panique des psychédéliques dans la population. Mais ce n'est pas tout. Je laisse Zoé Dubus nous parler d'un autre aspect de l'histoire de l'interdiction des psychédéliques. Il y a un bouleversement scientifique qui se passe dans les années 60 suite à des scandales sanitaires liés à d'autres médicaments dans les années 50 qui font que on va se doter pour la première fois de législation pour protéger les patients et s'assurer de l'efficacité et de la sécurité des médicaments avant de les mettre sur le marché. C'est une bonne idée, c'est très bien de faire ça n'existait pas avant. Le problème, c'est que la technique qu'on va inventer pour évaluer l'efficacité des médicaments, qui est celle qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui étudie donc les médicaments en double aveugle contre placebo, ne marche pas avec les psychédéliques. Donc l'idée d'étudier un médicament en double aveugle contre placebo, ça veut dire qu'on va faire 2 groupes de patients. Un groupe à qui on va administrer la substance qu'on veut tester et un groupe à qui on administre un placebo, donc une substance qui n'est pas active. Pour faire la preuve de l'efficacité, le médicament qu'on teste doit donner des résultats qui sont supérieurs au placebo. En plus de cette idée de placebo, on ajoute l'idée de double aveugle. Double aveugle, ça veut dire que ni le médecin qui administre le médicament, ni le patient ne doit savoir s'il reçoit un médicament ou un placebo, parce que ça va influencer les résultats. Donc ça marche très bien pour tous les médicaments, mais ça ne marche pas du tout pour les psychédéliques, parce qu'au bout d'une demi-heure, le patient, comme le médecin, va très bien se rendre compte de si c'est du LSD ou si c'est du sucre. Donc, dans les années 60, le LSD ne peut plus faire la preuve de son efficacité thérapeutique selon ces nouvelles normes qui sont en train de se mettre en place. S'il n'y avait que ce contexte-là, il aurait été très vite dépassé après quelques années. On aurait trouvé d'autres manières d'évaluer le LSD, en comparant de faibles doses à de fortes doses, par exemple, ou alors à des substances équivalentes. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on fait dans les études sur les antidépresseurs. Mais ce contexte scientifique arrive en même temps qu'un contexte social et culturel très défavorable aux psychédéliques. En 1971, l'ONU classe les psychédéliques sur la liste des stupéfiants. En conséquence, la recherche sur ces substances s'arrête presque totalement pendant près de 40 ans. Mais d'irréductibles chercheurs et chercheuses continuent à travailler dans l'ombre jusqu'à la sortie d'un article étonnant dans la revue Psychopharmacology en juillet 2006. C'est cet article-là, avec un titre un peu bizarre. Je traduis. La psilocybine peut provoquer des expériences de type mystique ayant une signification personnelle et spirituelle substantielle et soutenue. Le mot mystique, dans un article scientifique, c'est surprenant. Mais ce n'est que le début pour Roland Griffiths, un prestigieux neuroscientifique de l'université de Johns Hopkins à Baltimore.
10 ans plus tard, son équipe publie un autre papier directement en lien avec les angoisses existentielles de fin de vie. Il a un nom très long, alors accrochez-vous. La psilocybine produit une diminution substantielle et durable de la dépression et de l'anxiété chez les patients atteints d'un cancer potentiellement mortel. 2 points. Un essai randomisé en double aveugle. Tiens donc, je vous épargne les détails, mais globalement, l'étude de 2016 montre qu'une seule forte dose de psilocybine peut être bénéfique sur le long terme. 78% des patients ont vu leurs symptômes dépressifs et leur anxiété diminuer après la prise. 83% d'entre eux observent une amélioration dans leur qualité de vie, une plus grande acceptation de la mort, plus d'optimisme et de sens au quotidien. Encore plus surprenant, ces effets sont persistants et ce, même 6 mois après la prise. Dans cet article, les chercheurs observent que ces améliorations sont fortement liées au fait d'avoir vécu ce qui est appelé une expérience mystique. Mais alors, c'est quoi cette expérience mystique qui détonne tellement avec le rationnel et le scientifique? Je vous ramène auprès de Florence, la patiente canadienne. Suite à sa rechute de cancer en 2021, elle décide de passer le pas et de tenter les thérapies assistées aux psychédéliques. Au Canada, la législation est stricte. Ce type de substance est complètement interdite à la consommation. Mais on peut demander une exemption pour pouvoir vivre l'expérience dans le cadre médical. Florence fait 2 séances à la psilocybine, accompagnée par des thérapeutes formés. La première en mai 2022 et la seconde en novembre de la même année. Elle nous raconte. Et alors, c'est ça qui est assez extraordinaire avec la psilocybine, c'est que on peut pas dire si c'est visuel, si c'est ressenti. C'est un mélange de tout ça. C'est difficile à définir, en fait. La pensée va à toute allure, mais à une vitesse. Et quelque part, c'est ça qui m'a donné l'impression, cette vitesse. C'est comme si je vivais le présent tout le temps. Parce que ça va tellement vite qu'il finit par plus y avoir ni d'avant, ni d'après, c'est là tout de suite. Alors, il se peut que j'ai eu des pensées par rapport à la maladie, mais c'est pas ça qui m'a marqué, en fait. Alors, dans la deuxième expérience, par exemple, je me suis retrouvée à un moment donné dans une espèce de pièce immense, qui avait peut-être des dimensions de cathédrale, mais c'était pas vraiment une cathédrale. C'était plus que beau, enfin, c'était la magnificence. Ce qui se dégage de tout ça, c'est ce sentiment de bien-être et ce sentiment de n'avoir aucun besoin. Il n'y a pas à vouloir quoi que ce soit, à désirer. Non, tout est parfait. Une expérience difficilement descriptible, la transcendance du temps et de l'espace, un sentiment de beauté, de sacré, une plénitude absolue. Voilà les caractéristiques de l'expérience mystique décrite par Florence, mais aussi évaluée par un questionnaire très sérieux appelé le MEQ30 ou Mystical Experience Questionnaire, composé de 30 questions au total et utilisé dans les études citées plus haut. Maxime, le premier patient que vous avez entendu dans cette enquête, a lui aussi essayé les psychédéliques, mais en dehors de tout contexte médical. Pendant une période de rémission de sa maladie, il a pris une grande dose de LSD à visée récréative. Il était avec des amis, dans un environnement sécurisant et avec une bonne préparation mentale en amont. Il dit alors avoir vécu une véritable dissolution de l'ego. Vivre la disparition de la frontière entre moi et le reste de l'univers, vivre l'anéantissement du moi, ce concept si fondamental de mon psychisme, c'est quelque part vivre une forme de mort. Et dans le retentissement de cette expérience extraordinaire, si je porte un regard frais sur ma peur de la mort, je me dis que j'ai pas peur de la mort en général, j'ai peur de ma propre mort. Et que le gros de cette peur, c'est vraiment la peur de la mort de l'ego. Et cette mort-là, quelque part, je l'ai déjà vécue au sein de l'expérience psychédélique. Et face à elle, je me sens aguerri et préparé. Et les angoisses que j'ai pu éprouver dans l'expérience psychédélique, quand j'essayais de résister à la dissolution, ça résonne fortement avec l'angoisse de mort que j'ai éprouvée dans les moments les plus critiques de ma maladie. Et j'ai appris à gérer ça. J'ai eu ce cours de lâcher prise et je sais trouver une forme de calme dans le vertige de l'angoisse, de la perte de soi. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Mais finalement, que se passe-t-il exactement dans un cerveau sous psychédélique? Pour vous répondre, il faut faire un petit tour par les neurosciences avec mon invitée Lucie Berkovitch. Lucie Berkovitch est psychiatre et chercheuse. Après une thèse sur la conscience humaine et ses altérations dans les troubles psychiatriques, elle fait son post-doctorat à l'université de Yale, aux États-Unis. Aujourd'hui,
Elle participe à la mise en place d'études cliniques sur les effets thérapeutiques des psychédéliques en France, à l'hôpital Sainte-Anne. Comme elle n'était pas disponible pour venir sur scène aujourd'hui, nous avons réalisé cet entretien par visioconférence. Lucie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en fait exactement, sur quel système les psychédéliques agissent? Donc là, je parle vraiment des psychédéliques classiques, LSD et psilocybine. Alors le mécanisme principal d'action, c'est l'activation de récepteurs à la sérotonine, qui s'appellent les récepteurs 5-HT2A, qui sont répartis un peu partout dans le cerveau, mais aussi dans certaines régions, plus fortement, hein, notamment à l'avant du cerveau. Et on pense, enfin maintenant on est quand même, assez convaincus que l'activation de ces récepteurs est en cause dans l'expérience vraiment subjective, donc les effets l'expérience psychédélique, que ressentent les personnes, puisque, quand on bloque ces récepteurs-là, bah, les personnes n'ont pas d'expérience psychédélique et ça a été quand même bien montré. Dans son témoignage, Florence parle d'un mélange de visuel et de ressenti. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour créer cet effet? C'est un phénomène qu'on appelle la synesthésie, donc c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir, utiliser plusieurs modalités sensorielles en même temps pour percevoir une chose, de manière commune. Donc par exemple, on va se retrouver à pouvoir, associer des sons, à des couleurs ou inversement. Donc c'est quelque chose qui peut exister d'ailleurs dans la population générale, mais qui est effectivement accentué par les psychédéliques. Et l'un des mécanismes en jeu, c'est potentiellement des changements de connexion entre des aires cérébrales qui habituellement sont pas connectées ou vont fonctionner de manière, plutôt alternative et qui va se mettre à s'activer, simultanément. D'un point de vue neurophysiologique, on va plutôt parler là du témoignage de Maxime. Comment ça se manifeste cette, dissolution de l'ego et avec quelles conséquences? Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement compris, hein, ce qui se passait au niveau cérébral, lorsqu'une personne, prend des psychédéliques. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc des changements d'équilibre, des changements d'activité, dans différentes régions cérébrales et en particulier dans des régions qui, sont supposés, être en jeu dans la perception de soi, la perception de son corps et dans le rapport à soi. Et en particulier, il y a une structure, enfin plutôt un réseau, de neurones qui s'appelle le réseau du mode par défaut et qui s'active quand on ne fait rien et quand on est plutôt dans un mode introspectif. Et on sait que ce réseau, il a tendance à être, moins activé, désactivé par la prise de psychédéliques, comme si on allait être moins focalisé sur soi, mais davantage focalisé sur le monde extérieur. Donc on pense que c'est l'un des mécanismes en jeu. Il y a certainement d'autres choses, hein, notamment, les changements perceptifs qui sont très intenses, et le fait de pouvoir, voir les choses différemment, ça peut aussi, nous faire nous sentir un peu, différents dans cet environnement qui est quand même très modifié, hein, au niveau, des sensations, et notamment des perceptions visuelles. Mais c'est vrai que le principal mécanisme, c'est cette désactivation, ce changement d'activation et de connexion d'ailleurs avec d'autres aires cérébrales de ce réseau du mode par défaut. Et du coup, est-ce que, le fait en fait de réduire cette conscience de soi-même, est-ce que c'est ça qui permet aussi de voir le merveilleux de l'extérieur? Ou est-ce que, enfin comment relier ça un peu au témoignage de Florence aussi, cette dissolution de l'ego? Alors c'est vrai qu'elle met beaucoup en avant le caractère très, esthétique et très harmonieux en fait, de son expérience, et c'est quelque chose qui est très fréquemment, rapporté. Ça pourrait jouer le fait d'être moins focalisé sur soi et d'avoir du plus de ressources disponibles pour, être attentif au monde extérieur et s'en émerveiller. Mais on pense aussi qu'il y a d'autres enjeux et notamment, un premier effet qui est vraiment purement sensoriel, donc l'amplification des perceptions avec vraiment des aires visuelles, qui vont être plus activées que d'habitude. Donc une impression vraiment physique, hein, d'amplification comme si on voyait en en haute qualité finalement, l'environnement. Et puis autre chose, hein, qui je pense ne peut pas être déconnecté de tout le reste, c'est des effets émotionnels. Puisque, ce qui se passe aussi, c'est que, les psychédéliques vont agir sur des zones, qui sont dédiées au traitement des émotions et que bien sûr, bah, si on est dans un état émotionnel qui est plus, positif, et bien, on va pouvoir percevoir les choses avec, beaucoup plus de plaisir, et peut-être être plus sensible, à la beauté du monde qui nous entoure. Et comment est-ce que c'est possible que les effets d'une seule dose de psilocybine soient persistants dans le temps? Parce que c'est ce qu'on voit dans l'étude de Griffiths. C'est quoi les hypothèses en fait à ce niveau-là? Alors l'hypothèse principale, hein, aujourd'hui, c'est que, les psychédéliques vont donc modifier la connectivité du cerveau, donc la façon dont différentes régions interagissent entre elles pendant la prise, donc avec vraiment des effets qu'on qualifie de fonctionnels, c'est-à-dire des changements d'activité, de ces régions cérébrales. Mais il n'y a pas seulement ça, en fait, il y a aussi des changements très physiques. C'est-à-dire que quand on active, notre cerveau, en fait, les neurones vont créer des ramifications, vont se lier les uns aux autres de manière vraiment physique avec du câblage et en fait, ce câblage-là, il est aussi modifié par les psychédéliques. Alors au moment de l'expérience, il y a des changements, mais c'est des changements qui vont persister dans le temps puisque ces nouvelles connexions physiques qui sont créées entre les régions cérébrales et entre les neurones
vont perdurer et donc vont bien sûr dépasser, hein, cette expérience, et les effets aigus qui durent, bon, selon les psychédéliques, quelques minutes, on va dire, à plusieurs heures et on pense que c'est l'un des mécanismes en jeu dans les changements, durables qui sont observés, mais aussi même plus, je dirais plus directement dans les effets, antidépresseurs puisque, on sait aussi que certaines maladies, psychiatriques entraînent une perte des connexions physiques avec vraiment une sorte d'appauvrissement de ces ramifications cérébrales et que donc la prise de psychédéliques pourrait, restaurer cette capacité du cerveau à créer de nouveaux câbles et aussi, ces nouveaux câbles qui soutiennent, bah, des changements ensuite qui peuvent opérer et qui sont, bien sûr, très orientés, par, l'accompagnement psychothérapeutique qui est fait en parallèle de la prise de psychédéliques dans les études cliniques. Et du coup, il y a quoi comme autre voie? Quelles autres, techniques ou substances pourraient, permettre d'arriver à cette expérience, décrite par Florence et Maxime? Bah, il y a pas mal de substances qui passent pas directement par le même mécanisme d'action que les psychédéliques et qui entraînent cet effet, hein, donc avec parfois des mécanismes communs, mais pas toujours. Mais par exemple, la salvia, peut donner une expérience parfois très intense alors qu'elle agit pas de la même manière que les psychédéliques. On peut citer aussi l'iboga, une racine, qui est originaire d'Afrique et qui est utilisée dans des rituels et qui entraîne aussi des effets qui sont proches des effets des psychédéliques avec un mécanisme d'action différent. Et c'est par exemple, ces 2 substances-là dont je viens de parler sont pour l'instant pas du tout, évaluées. Alors en tout cas, la salvia n'est pas du tout évaluée dans le cadre thérapeutique. L'iboga, pas beaucoup parce que, elle peut entraîner des problématiques cardiaques et donc, elle est quand même moins explorée, même si ça commence un tout petit peu dans le champ de l'addictologie. Mais donc, il pourrait y avoir d'autres mécanismes d'action qui entraînent des expériences un peu similaires. D'ailleurs, la kétamine, hein, chez certaines personnes, entraîne une expérience qui est très proche de l'expérience psychédélique, sans pareil passer par les mêmes mécanismes. Alors la kétamine a elle aussi des effets, antidépresseurs qui pour le coup ont été, validés et qui, elle fait l'objet d'une commercialisation dans ce cadre-là, donc c'est encore différent. Mais voilà, je pense que les expériences sont aussi, très variables d'une personne à l'autre, et on a vraiment plein de façons certainement, plein d'actions cérébrales différentes qui peut donner lieu à la même expérience et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque vous citiez, les travaux de Roland Griffith. Il a aussi travaillé sur, l'expérience mystique sans substance, et il montre que, s'il y a plein de gens en fait qui peuvent avoir des révélations mystiques alors qu'ils n'ont pas pris de produit et avec des similarités dans, la phénoménologie de ces expériences-là, alors même que, bah, ça peut pas être le même mécanisme initial puisque, il y a pas de prise d'un produit qui va venir perturber le fonctionnement cérébral. La phénoménologie, c'est l'expérience subjective d'un événement. Ce que je vis à l'intérieur de moi, ce que je ressens, ce que je perçois. Lucie Berkovitch met en avant un point essentiel. Ce ne sont pas tant les mécanismes cérébraux derrière l'expérience psychologique qui sont importants. Différentes techniques ou substances peuvent mener à une expérience similaire, avec des risques plus ou moins élevés, comme la kétamine, ou avec un entraînement plus ou moins long, comme la méditation par exemple. Dans toutes ces altérations de la conscience, ce qui compte avant tout, c'est l'intégration de l'expérience, le sens qu'on lui donne. Comme vous l'avez compris, les études sur les psychédéliques mettent le doigt sur certaines limites des sciences modernes. À la jonction entre neurosciences, pharmacologie, culture et spiritualité, une approche multidisciplinaire s'impose. On se dote d'outils, on essaye de comprendre, de rationaliser, mais la conscience humaine et son altération restent malgré tout un grand mystère. Je ne vous ai pas tout dit sur l'expérience à la psilocybine de Florence. Même si elle a vécu des moments très agréables, tout n'était pas un long fleuve tranquille. Pendant cette première expérience désagréable, pendant laquelle j'ai ressenti cette anxiété, etc., j'avais l'impression que c'était parce que mon mental fonctionnait trop. Et donc, sur ce dessin, j'avais l'impression d'être prisonnière de ma tête. Et que quand j'avais accès à quelque chose de plus doux, de plus beau, etc., j'avais l'impression que ça partait du cœur. Et c'est un peu ce que j'ai représenté sur ce dessin. Très rapidement, j'ai compris que ce qui était important, c'était ce travail d'intégration, beaucoup plus important que la session elle-même. La session, en fait, maintenant, après coup, je peux le dire, je pense que la session donne accès à du matériel inconscient, mais après, si on ne regarde pas ce que c'est, si on n'essaie pas de trouver le sens, etc., je veux dire, la session, elle donne rien. Et en fait, j'ai dit aux 2 thérapeutes, j'ai dit, mais c'est incroyable parce que, en fait, je réalise à quel point c'est ce travail que je fais maintenant qui apporte quelque chose. Alors que moi, je m'attendais à avoir, même si les thérapeutes avaient tout fait pour diminuer un peu les attentes,
Mais moi, je m'attendais à avoir, veux pas, une espèce de révélation, une espèce de libération. Or, c'est pas ça qui se passe. Non, c'est pas ça qui se passe. La thérapie assistée à la psilocybine en est encore à ses débuts en Amérique du Nord. Entre 2019 et 2022, 55 patients et patientes, dont Florence, ont bénéficié d'une exemption de Santé Canada pour pouvoir avoir accès à la psilocybine dans le cadre médical. À ce jour, environ 600 professionnels de santé ont suivi une formation pour exercer ce type de thérapie au Canada et aux États-Unis. En France, les recherches sur les psychédéliques et la fin de vie en sont encore à leur balbutiement. Ici, il n'existe aucun dispositif comparable à celui dont a pu bénéficier Florence. Pour Maxime, bien que certain de l'effet bénéfique qu'a eu son trip sous LSD, il regrette de ne pas avoir pu bénéficier d'une aide de la part de thérapeutes formés. Dans l'extrait qui suit, il revient sur une période douloureuse de sa maladie. Quand je me suis senti très proche de la mort, j'aurais aimé pouvoir au moins m'adresser à un médecin qui connaît les psychédéliques et demander si ces molécules, dans mon état, présentaient un risque. Et si j'ai pas consommé dans cette période de LSD, c'est parce que j'avais pas le bon cadre, j'avais pas d'accompagnement et j'avais aucune idée des potentielles interactions médicamenteuses, etc. Mais je pense que ça aurait pu m'apporter beaucoup à ce moment-là. Et finalement, je suis pas guéri aujourd'hui. Donc ma maladie, elle peut évoluer à nouveau et me remettre rapidement dans un état de souffrance et de danger qui est comparable à ce que j'ai déjà vécu. Et je ne sais pas dans combien de temps ça se produira, si ça se produit, mais j'espère que d'ici là, on aura des essais cliniques sur les psychédéliques qui seront lancés en France et que plus de médecins seront à la page sur ces questions qui sont importantes pour moi. Depuis quelques années, l'intérêt grandit doucement au sein de la communauté scientifique française. En 2020, lors de son congrès annuel à Strasbourg, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, invite l'historienne Zoé Dubus et d'autres spécialistes à présenter un panel sur les psychédéliques. Malgré les idées reçues et les réticences de premier abord, le panel reçoit un franc succès et aboutit même à une publication scientifique en 2022. Le projet Psylonco vise à lancer une étude clinique avec la psilocybine pour des patients atteints de cancers très avancés. En 2021, ce projet, porté par le médecin Benjamin Viplose, reçoit 20 000 € de la part de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Voilà où nous en sommes en France, mais en Europe, certains pays ont pris une longueur d'avance. Il est temps de faire appel à mon deuxième invité, Michael Koslowski. Psychiatre et psychothérapeute au CHU de la Charité à Berlin, il travaille depuis 2019 sur les thérapies assistées à la psilocybine pour la dépression résistante en Allemagne. Entre 2022 et 2023, il fait une résidence clinique à l'IMERA, l'Institut des études avancées à Marseille. À cette occasion, il propose de lancer une discussion autour des psychédéliques avec le personnel soignant de la maison de Gardanne, un centre de soins palliatifs dans la région PACA. Michael, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Michael, vous participez au projet Épisode en Allemagne, qui, comme je le disais, est une étude clinique sur les thérapies assistées aux psychédéliques pour la dépression résistante au traitement. Brièvement, quels sont les résultats de cette étude et est-ce que ces résultats sont transférables à la fin de vie? Déjà, en gros, il faut dire qu'on n'a pas encore fini les analyses. On vient de finir la partie clinique de l'étude. Donc, on fait les calculs pendant les prochaines semaines et après, on va présenter tout ça sur des conférences internationales. Donc, si quelqu'un vient à Amsterdam pour la conférence ICPR en début juin, on va en parler, entre autres, mais aussi au congrès de psychiatrie cette année en novembre. Mais j'ai suivi plusieurs patients et je connais à peu près tous parce que je les ai tous vus au début. Et je peux dire à peu près que au moins la moitié a bien bénéficié, donc a montré une réduction importante de la dépressivité. Quelques-uns sont rechutés en dépression quelques semaines ou mois après, mais il y a une partie significative, peut-être un quart, qui toujours guérit même 1 ou 2 ans après. Donc ça, c'est étonnant. Mais il faut dire qu'on a accompagné aussi les patients ou les 2 prises de psilocybine, 1 ou 2, avec de la psychothérapie en binôme, c'est-à-dire avec deux thérapeutes, une femme, un homme. Et donc c'est pas que la substance, mais c'est la thérapie qui va avec, qui est importante. Et du coup, est-ce que ce que vous avez observé, ce serait transférable donc au cadre de la fin de vie? Je pense que oui. Il y a des études qui ont montré que c'est le cas. Par contre, il y a quelques différences. Par exemple,
les troubles dépressifs et des angoisses à fin de vie, ça tombe sur les gens qui ont pas de maladie psychiatrique d'abord, normalement. Enfin, c'est un peu une autre évolution parce qu'on peut pas faire disparaître le cancer ou l'autre maladie grave, ou le Parkinson ou la sclérose amyotrophique. Donc, la cause va toujours être là. Donc, on parle plutôt dans ce champ-là d'un syndrome de la démoralisation, ce qui est légèrement différent qu'une dépression, mais ça n'empêche pas que cette méthode marche aussi. Donc, on a montré ça je pense qu'il y a maintenant 5 études depuis 2000 qui sont publiées là-dessus. La dernière, en 2023, avec une thérapie de groupe. Comme tu as dit, c'est difficile d'aveugler ces études-là. Alors, comparé avec une condition placebo, c'est assez difficile. Et je pense qu'on peut conclure que ça marche aussi. Et oui, donc la condition de placebo en double aveugle, expliquée par Zoé Dubus plus tôt. Donc, vous exercez en tant que psychiatre en Allemagne, mais pas encore en France. Quelle différence notable voyez-vous dans la formation et la pratique de ce métier entre les deux pays? Bon, c'est vrai que j'ai fait une partie de mon internat en France, à Marseille, même en 2008, je crois. Donc, une différence majeure, j'ai vu que les psychiatres en France sont pas formés en psychothérapie. Oui, en tout cas, ils sont pas obligés d'en faire une formation. Donc ça, je trouvais un peu dommage. C'était une des raisons pour finir mon internat en Allemagne. Et donc, je pense que ça serait bien de combiner les deux. Et je pense comme conséquence, on travaille un peu plus avec les médicaments ici qu'avec la psychothérapie. Et du coup, est-ce que vous pensez que cette différence-là pourrait justifier un retard de la France par rapport aux thérapies psychédéliques ou pas du tout? Un petit peu, peut-être ça joue un petit peu, mais je pense que les facteurs historiques de Zoé Dubus a évoqué que c'était plutôt un paradigme de thérapie de choc. Donc, des fortes doses d'LSD, et les chercheurs, ils ont juste noté ce que le patient est en train de faire, mais sans interagir. Donc, forcément, ça a un peu mal tourné. Après, ça peut être un facteur, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi des facteurs culturels intéressants, comme un peu la peur, en tout cas officiellement, de perdre la raison, ou un peu cet héritage de Descartes, de rester en conscience éclairée, malgré en pratique, c'est différent. Oui, on est très attaché à la rationalité en France. En 2023, vous avez déposé un projet d'étude sur les psychédéliques en partenariat avec la maison de Gardanne, comme je le disais. Malheureusement, cette demande n'a pas pu aboutir. D'après vous, qu'est-ce qui a bloqué? Ça a bloqué peut-être parce qu'on n'a pas assez bien préparé toute la chose. Peut-être parce que c'était une demande de financement pour la recherche participative. Donc, un partenaire académique, l'autre non académique, ce qui était la maison à Gardanne. Il avait peu de temps pour la préparation, donc on a fait quelques entretiens avec le personnel de la maison à Gardanne. Et c'est vrai qu'ils connaissaient pas trop le sujet, donc il fallait expliquer. Et donc, ça prenait un peu moins de place, cette institution, dans la demande. Et c'était ça, la critique du comité. Mais après, peut-être il y a aussi des réticences envers parce que ça tombait dans une période où il n'y avait pas encore la première étude clinique en France en cours. Et ça se peut qu'il y a aussi des idées de danger, d'introduire quelque chose de dangereux dans ce métier. Et du coup, vous avez parlé de la première étude clinique en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. En bref, c'était cette fois-ci pas à Paris, mais à Nîmes. C'est Amadine Lukiens qui dirige cette étude superbe, très très bien préparée avec la psilocybine et la dépression et chez les patients alcooliques ou avec une dépendance à l'alcool. Je trouve ça une très bonne idée de comparer ou de combiner ces deux indications. Et apparemment, ça marche assez bien. Je pense qu'ils ont démarré en février. C'est ça, ils ont commencé donc en février 2024 avec des premiers résultats qui seront du coup dans quelques années. En France, les patients en soins palliatifs peuvent bénéficier d'un dispositif appelé HAD, l'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de thérapies assistées à la psilocybine ou au LSD dans ce cadre-là? En général, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'ils seront entourés par leurs proches. Le set and setting, on a entendu ça, ça joue un grand rôle. Et on peut probablement pas faire mieux que d'être chez soi, mais je vois un grand problème dans cette phase où c'est pas encore un médicament, ou la psilocybine ou l'LSD,
parce que je pense que le comité éthique va jamais accorder ce genre d'essai. Il faut attendre que ça sera approved par la EMA. Il y a encore des freins du coup administratifs, légaux qui rendent la chose compliquée. Ouais. Pour conclure, une question plus large. En avril 2024, le Parlement européen a alloué 6,5 millions d'euros au projet PsyPal, une large étude clinique sur la psilocybine et la fin de vie, portée par les Pays-Bas. L'Europe se prépare-t-elle à une renaissance des thérapies psychédéliques ? C'est possible, en tout cas. Il y a un bon travail de lobbyisme par quelques organismes, quelques organisations qui sont déjà en bonne discussion avec les stakeholders européens dans la santé publique, qui sont responsables de gérer la sécurité des médicaments au niveau européen. C'est une très très bonne nouvelle. Je pense qu'ils sont bien faits aussi de rassembler plusieurs maladies. C'est pas que les cancers, mais c'est aussi des maladies chroniques, graves, neurologiques, respiratoires. C'est même les cancers sont exclus, mais c'est ces 4 maladies que vous avez décrites. Ouais. Ce sont des experts de tous ces pays. C'est très très bien préparé. Donc et ils ont touché un grant de Horizon EU. Et c'est assez étonnant que ça se fait comme ça. Oui, c'est un aval du coup du Parlement européen qui envoie quand même un grand message. Et est-ce que la France serait en passe de suivre cette direction que prend l'Europe ou pas trop? La France est une partie très importante de l'Europe, alors je vois pas une raison pourquoi pas suivre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études avec les psychédéliques qui sont en préparation, qui sont en négociation avec les institutions, mais de différents labos. Moi, j'essaie en ce moment de faire venir une étude d'un labo de Canada à Marseille pour les troubles d'angoisse généralisée. Ça semble de marcher assez bien. Il y a d'autres centres à Paris qui sont impliqués. Et voilà, croisons les doigts. Parfait. Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris la parole ce soir. Merci beaucoup. Pour conclure, je laisse une dernière fois la parole à Florence qui nous parle de son état d'esprit d'aujourd'hui. Mon rapport aux autres a changé, mon rapport à moi-même a changé, mon rapport à la vie a changé. Une des raisons qui m'avait poussée à faire appel à ce type de thérapie, c'est parce que je me suis dit, il faut absolument que je me familiarise avec la mort, que cette idée me fasse moins peur, etc. Mais en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que avant de ne plus avoir peur de la mort, et ça passe déjà par sa propre vie. Mais donc, c'est comme si il fallait faire un petit retour sur sa vie, sur ce qu'on a vécu, avant de dire, j'ai plus peur de la mort. Alors, non, j'ai pas atteint l'illumination et j'ai toujours peur de la mort, mais pas de la même façon. Physique et morale, la connexion aux autres, le besoin d'enchanter son quotidien, autant de paramètres essentiels pour une fin de vie digne. Selon Florence, c'est une erreur de dire que les thérapies assistées aux psychédéliques sont une aide à mourir. Au contraire, ce sont une aide à vivre le temps qu'il reste. C'était Un dernier trip, les psychédéliques et la fin de vie, une enquête de Mélissande Brie. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous. Le mois prochain, nous reviendrons sur ces médecins méditerranéens à la rescousse des hôpitaux français. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt.